cet après-midi d'été caniculaire dans le nord-est du continent américain, les habitants de New York et de Toronto attendent le week-end avec impatience. Aucun d'eux n'a idée de ce qui est sur le point d'arriver. L'hôtel de ville a rapidement été fermé au public. Une coupure de courant de grande ampleur a frappé les En États-Unis. quelques secondes, une centaine de centrales se sont arrêtées et 50 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité. L'état d'urgence a été déclaré dans l'État de New York par le maire, M. Bloomberg. En quelques secondes, 50 millions d'individus sont privés d'électricité, de téléphone et d'eau. Des milliers de gens se retrouvent prisonniers dans des ascenseurs et dans le métro. Les gens étaient pris de panique. On ne pouvait plus respirer. Ça va aller, ma grande, t'inquiète pas. Nous sommes le 14 août 2003. Le montant des dégâts consécutifs à la plus grande coupure de courant de l'histoire de l'Amérique du Nord avoisine les 6 milliards de dollars. Raison officielle, des arbres poussant à proximité de lignes à haute tension. Pourtant, l'explication pourrait se trouver ailleurs. 3 jours plus tôt, le 11 août, quelqu'un, quelque part, a lancé le virus informatique le plus dévastateur de l'histoire. Blaster. Ça a sûrement été l'attaque la plus violente contre l'Internet. Mikko Hyppönen est un des chasseurs de virus les plus respectés de l'Internet. C'est ici, chez F-Secure, un laboratoire spécialisé dans la lutte contre les virus, que son équipe et lui ont identifié Blaster lorsqu'il s'est propagé sur l'Internet. Ce qui étonne le plus cet expert, c'est l'impact du virus sur le monde physique. Blaster a été le premier ver à démontrer qu'une telle agression peut perturber la vie quotidienne. Les passagers d'Air Canada se sont énervés de la lenteur de l'enregistrement, après qu'un virus a submergé des réseaux de la compagnie. Au moment où Blaster se répand, le système d'enregistrement d'Air Canada est paralysé. Et 3000 km plus au sud, les réseaux ferroviaires Amtrak et CSX sont victimes de retard dans 23 États américains. Des avions, des trains et des bateaux ont été bloqués. Une infection s'est répandue dans des installations militaires. Et 3 jours plus tard, ça a été la coupure de courant. Un virus informatique en est-il en partie responsable ? À ce jour, la plupart d'entre nous avons déjà eu affaire, et peut-être plus d'une fois, à un virus. Généralement, c'est à cause de l'un d'eux que notre ordinateur commence à fonctionner bizarrement ou au ralenti. Mais Blaster fait partie d'une menace d'un genre nouveau. Autrefois, les virus se déplaçaient sur l'Internet clandestinement avec d'autres programmes. Ils arrivaient sur votre ordinateur via les courriers électroniques, sous forme de pièces jointes, et ne s'activaient qu'à partir du moment où l'on ouvrait le fichier en question. Mais Blaster est un ver. Ces virus n'ont pas besoin d'un autre programme. Ils se propagent et s'activent par eux-mêmes. En clair, vous pouvez être victime de Blaster simplement parce que vous êtes connecté. Vous pouvez être touché rien qu'en étant en ligne. Vous dormez, mais votre ordinateur se fait infecter. Autrement dit, tout ce qui est connecté est vulnérable, y compris les systèmes gérant le réseau financier, les stations de traitement d'eau ou les centrales. Un virus s'est infiltré dans le système informatique d'une centrale nucléaire dans l'Ohio. 9 mois après la coupure de courant, le rapport officiel explique que Blaster, même s'il n'a été lancé que 3 jours plus tôt, n'a joué aucun rôle significatif dans l'immense interruption. Sceptiques, certains spécialistes avancent d'autres arguments que la simple chronologie. Dans les transcriptions des opérateurs qui étaient de service au moment de la coupure, les gens répètent que plus rien ne bouge, que leurs écrans sont figés, ce qui est exactement ce que provoque Blaster.
Blaster a-t-il provoqué la grande coupure de courant d'août 2003? La question reste en suspens. Mais depuis, personne ne doute qu'un virus soit capable de créer des problèmes dans le monde réel. Ça a permis à des agresseurs ou à des terroristes de se dire « Si un accident peut provoquer un truc pareil, peut-être qu'on peut y arriver nous aussi ». Ancien professeur au British Columbia Institute of Technology, Eric Byers étudie les dangers qu'il y a à relier des infrastructures critiques à l'Internet. Il ne fait aucun doute qu'un virus peut paralyser l'une d'elles. Et si nos réseaux électriques d'approvisionnement d'eau ou de transport disparaissaient, notre vie serait complètement chamboulée. Aujourd'hui, la plupart de ces infrastructures critiques sont reliées à l'Internet et les ordinateurs qui les font fonctionner sont les mêmes que les PC équipés du système Windows qu'il y a chez vous. 95% des ordinateurs utilisent Windows de Microsoft. Donc, si une menace quelconque qui affecte Windows se diffuse, elle se répand comme une traînée de poudre. Une compagnie pétrolière canadienne disposant d'une grosse infrastructure nous a contactés pour savoir si quelqu'un pouvait l'attaquer. À l'aide d'un simple ordinateur portable et de quelques logiciels de piratage, Eric entre facilement dans le système de gestion des réservoirs de la raffinerie. Je commence par couper l'interface homme-machine. Voilà, je fais croire à l'opérateur que tout se passe normalement. Ensuite, je demande à faire déborder les réservoirs. Comme vous le voyez, cette pompe vient de s'affoler et bientôt le réservoir va déborder. Dans la réalité, ça se serait traduit par une marée noire. J'aimerais vous dire, toutes les infrastructures critiques sont à l'abri, mais elles ne le sont pas. Si relier centrales et autres raffineries à l'Internet est si dangereux, pourquoi ne pas les laisser hors ligne? Pour des raisons commerciales. La consultante Marie Kirwan est aussi chroniqueuse pour le journal canadien Globe and Mail. Un cadre a expliqué que le risque valait d'être couru. Pour avoir un avantage par rapport à la concurrence, on peut avoir des liaisons ouvertes et non sécurisées entre les installations et le réseau informatique d'une société. Le problème, c'est que l'Internet n'a jamais été conçu pour être sécurisé. L'Internet n'a jamais été conçu pour l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Il ne devait servir ni au commerce ni à la conservation de données bancaires. À la fin des années 1960, des chercheurs mettent au point un réseau d'échange d'informations entre ordinateurs. Dans les années 1990, ce réseau devient public. Il se développe à vitesse grand V et ses utilisateurs se multiplient. Quiconque ayant un modem peut y avoir accès. Quand il y a 25 utilisateurs sur un réseau, on est presque sûr qu'ils vont bien se tenir. Mais quand il y en a 2 milliards, on est presque sûr que certains vont mal se tenir. Un ordinateur sécurisé, un réseau sécurisé, ça n'existe pas. Amit Yoran est l'ancien responsable de la cybersécurité au département à la sécurité intérieure américain. Je pense que, tôt ou tard, on va être victime d'une défaillance qui touchera soit les infrastructures nationales, soit les infrastructures internationales, d'une manière très nuisible. Quelqu'un va, à distance, réussir à accéder à ces systèmes et faire des ravages. En conséquence, l'économie va s'arrêter. Parce que nous ne serons plus en mesure d'accéder à notre banque en ligne, de passer un coup de fil ou d'allumer les lumières. Comme la plupart des virus, Blaster n'avait pas de cible privilégiée. Ses dégâts n'étaient que collatéraux et son lancement s'apparentait à du cybervandalisme. Un gamin aurait pu le faire. La plupart du temps, quand on met la main sur les auteurs, on découvre